Bienvenue Jérôme Gauthier, bienvenue à Montréal. Jérôme demeure à Paris. Journaliste, écrivain aussi. Il a fait 2 livres merveilleux, un sur Dior, un sur Chanel. Et on va découvrir ce matin sa passion pour les magazines. Et on se dit toujours, mais d'où vient une passion? Mais aussi on doit se dire, et d'ailleurs on a une très belle photo pour commencer, qui montre son univers. Il dort peut-être d'ailleurs dans cet espace, mais on se dit toujours, quand on a une passion, il y a parfois des inconvénients et on se dit, c'est à la fois à double tranchant, c'est-à-dire que quand on débute une collection, on ne sait plus où s'arrêter. J'imagine que parfois, il y a des jours où on se dit, mais je ne peux pas m'arrêter, j'aurai plus de place pour mettre tous ces magazines. Comment on vit avec une passion au quotidien? Est-ce que ça devient une obsession? Tout d'abord, bonjour, merci d'être présent. Alors, en fait, au départ, une passion, on ne sait pas que c'est une passion. Ça commence par un achat, un peu parfois anodin. En l'occurrence, moi, j'ai eu un premier magazine qui était Vogue, Vogue français, en 1991. C'était un numéro spécial haute couture et voilà, j'ai trouvé ce magazine très intéressant, même au-delà de ça, puisqu'il y a eu une envie d'aller vers ça, vers l'achat de ce magazine. Et on va voir justement la photo, ça va être la première photo qui est le premier de cette collection. Et Voilà, formidable photo de Dominique Isserman, exactement. noir et Il est blanc. de septembre 1991, donc c'est euh, le tout premier morceau de la collection. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez jeune. J'avais 15 ans. Oui. Ouais. Donc, c'est une passion qui a débuté très tôt. Et à 15 ans, comment a-t-on conscience pas de l'existence des magazines, mais d'avoir l'envie de se le procurer, parce que c'est l'idée de posséder l'objet aussi, ce qui est un peu différent aujourd'hui, et ça on pourra en parler. Tout le monde qui va sur le web pour regarder beaucoup les magazines, mais l'idée d'avoir l'objet, parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs magazines qui traînaient un peu à la maison. Non, pas Ah bon? spécialement. Ma mère lisait parfois le Elle ou quelques magazines comme ça, mais j'ai pas le souvenir d'une accoutumance aux magazines de mode. Et en fait, j'étais chez le libraire un beau jour de septembre 91, et puis habituellement, je lisais plutôt les magazines, les belles revues de voitures de collection. Et je sais pas, celui-ci devait être à côté. Enfin bon, bref, j'ai été captivé par l'image, donc j'ai regardé, et puis après, j'ai vu plein de séries à l'intérieur. C'était un spécial haute couture, alors c'était encore plus fabuleux. Et j'ai demandé à ma mère de l'acheter. Et bon, elle s'est un peu étonnée, mais elle l'a acheté. Et puis le mois suivant, je lui ai demandé l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et après, là où c'est devenu vraiment une activité presque, enfin, c'est lorsque je suis arrivé à Paris, parce que je viens de Vendée, c'est à la campagne. Et il y avait le Vogue français, il y avait le Elle français, mais il n'y avait pas toutes les éditions internationales, et puis il n'y avait pas aussi la possibilité d'acquérir d'anciens magazines. Donc ça s'est vraiment passé quand je suis arrivé à Paris en 1995, où là, mon activité essentielle était le week-end, le soir, enfin, d'aller sur les quais, aux puces. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas eBay, donc il fallait vraiment se déplacer. Et il y avait quelques boutiques qui vendaient des numéros aussi, les petites annonces, enfin voilà. Et après eBay, j'ai beaucoup acquis comme ça. J'imagine que dans ces années 90, il y avait l'attente et le plaisir d'attendre un numéro à chaque mois, non? Et Oui, oui, dans oui, une ah bah oui. petite ville aussi, de C'était s'assurer qu'il y avait une copie en Oui, kiosque alors il y aussi. avait un libraire à La Roche-sur-Yon, c'est la petite ville de Vendée, enfin c'est le chef-lieu. En fait, il y avait un libraire qui vendait le Harper's Bazaar américain, le Vogue anglais. Mais il vendait, genre, il y avait un exemplaire de chaque. Donc tous les lundis, après l'école, j'allais chez le libraire et j'achetais le numéro que personne d'autre n'achetait, en fait, je pense. Quel est ce... Parce que je reviens encore sur cet aspect d'excitation, parce que c'est un sentiment qu'on a presque oublié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où tout est tellement accessible très facilement. Cette idée, c'était à la fois, j'imagine, presque le processus de se dire, c'est jeudi matin, le magazine arrive, je me rends à la boutique et je vais l'acheter. Et là, je m'installe et je le feuillette. C'est un peu la façon de fonctionner à ce moment-là. Oui, mais c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que même si aujourd'hui on peut accéder au contenu des magazines par Internet, j'aime avoir le magazine, le papier, enfin voilà. Donc même aujourd'hui, je vais chez W.H. Smith, c'est la librairie anglaise à Paris qui vend vraiment tous les magazines internationaux. Et dès que je suis arrivé à Paris lundi après-midi,
J'y suis allé, j'ai posé mes affaires chez moi, je suis allé là-bas, et après je suis rentré chez moi. J'ai pas eu le temps de tous les regarder parce qu'il fallait que je vienne ici après, mais c'est vrai qu'il faut surtout pas que je manque un numéro. Donc il y a vraiment, et WH Smith, j'y vais parfois 3 à 4 fois par semaine, parce que le Vogue italien n'est pas arrivé, donc voilà. Puis c'est pas très loin de mon travail, donc du coup ça va. Une collection qui est d'environ de 8000 magazines. Je sais que vous ne savez plus la J'ai quantité. arrêté de compter. Oui, Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup. c'est assez incroyable. Dans la bibliothèque, elle commence à saturer d'ailleurs. Et une mémoire photographique qui est incroyable. Et c'est ça qui m'épatait parce que quand je l'ai rencontré pour discuter de quelle photo on allait présenter, c'était assez incroyable de tout de suite l'identification qu'il arrivait à faire de l'année, de la date du photographe. C'était assez impressionnant. Et donc, on a fait une sélection parmi une quantité, vous pouvez imaginer, assez importante. Et ça, c'est intéressant parce que c'est votre vision et pourquoi certains vous frappent plus que d'autres. Et le Vogue français a naturellement été le premier coup de cœur et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et on a donc différentes époques, différentes éditions et différents magazines. Ça, c'est un numéro très intéressant et très rare. C'est en fait un numéro spécial collection, mais entièrement par Irving Penn. Alors Irving Penn travaillait pour le Vogue américain, mais il a fait cette saison-là, donc c'était pour l'hiver 50, toute une série qui est sa plus belle série sur la couture. Et enfin, je veux dire en termes de nombre d'images. Et ça, c'est une des photos avec la mannequin Régine Destribaud que j'ai la chance de connaître aujourd'hui parce que j'essaie toujours de retrouver les mannequins voilà, et donc c'est une personne formidable cette dame. Et elle vit à Paris? Oui, donc elle m'a raconté la séance qui était en fait dans une ancienne école de photographie qui était près de rue Vaugirard, près de j'ai oublié le nom du Luxembourg. Et c'était sous donc sur la rive gauche. Irving Penn Irving Penn avait un studio à New York qui n'avait pas de fenêtre, donc il travaillait que avec du Tangsen, on dit. Et en fait, à Paris, il avait demandé à Alexander Lieberman, qui était le directeur artistique de Vogue américain, un studio, mais avec la lumière du jour. Donc, il avait trouvé ce petit studio en haut. Alors, c'était avec un escalier et pas d'ascenseur à l'époque. Et tous les coursiers venaient en vélo et ils amenaient les vêtements en haut. Il faisait une chaleur étouffante. C'était les collections d'hiver, donc shootées en été, en août. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir des histoires des gens qui ont vécu l'époque et qui ont vécu... Et ça ne doit pas être évident de retrouver les mannequins et les gens qui ont travaillé avec les équipes aussi. Comment faites-vous les recherches? Comment retracer ce mannequin? Alors Régine, comment je l'ai retrouvée? Ah, en fait, c'est par une amie, parce que maintenant, on se constitue un réseau, comme on dit. Et en fait, je l'ai rencontrée à une soirée, on a discuté. Elle a été étonnée que je me souvienne de ça. Et que j'imagine. Parce qu'après, elle est devenue rédactrice beauté au Vogue français. Ah bon? Et donc, je l'avais déjà aussi identifié en tant que journaliste. Irving Penn fait partie des grands, j'imagine, dans votre profil sûr, et dans votre vie. Une très longue carrière. Il a fait des photos. Il a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Et moi, c'est vrai que ma collection commence un peu quand Irving Penn et Avedon ont commencé. C'est-à-dire quand la photo prend davantage d'importance, voire supplante l'illustration qui avant était prépondérante dans les pages des magazines. Moi, j'aime bien l'illustration, mais c'est pas quelque chose qui me... En fait, ce que j'aime dans la photo, c'est c'est un ensemble de gens. Un illustrateur, même s'il avait un modèle, ce sont deux personnes. Là, il y a le photographe, son mannequin, et après un coiffeur. Parfois, à cette époque-là, il y avait moins de coiffeurs, mais là, je pense qu'il y avait un coiffeur pour cette photo. J'imagine. Oui. Et en fait, c'est une équipe. J'aime bien l'idée. Et puis aussi, il y a quelque chose de plus, à mes yeux, de plus sensible qu'une illustration. Ça me parle moins. Et d'arriver à transcender et surtout d'avoir une émotion à une seule image, moi, c'est ce qui me fascine, parce que d'arriver à raconter une histoire et d'arriver aussi à toucher les gens à travers ça, mais d'arriver à transmettre un message à la fois d'une collection, d'une époque et d'un esprit. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est Richard Avedon? Non, c'est Guy Bourdin. Ah oui. Avec un de ses très mannequins grand fétiches qui est Nicole Delamargé, qui était un très grand mannequin des années 60, mais qui malheureusement est décédé dans un accident à la fin des années 60. Et elle était vraiment caméléon. Elle travaillait beaucoup pour Elle était à la fois Vogue et Elle, qui étaient les deux magazines en compétition à l'époque, donc c'était très rare. Mais elle arrivait tellement à se transformer qu'elle pouvait aussi bien travailler avec Guy Bourdin, avec qui elle a beaucoup travaillé, qu'avec Peter Knapp, Duel
ou d'autres photographes du Elle, ou Helmut Newton aussi. La plupart des photographes que je rencontre me parlent de Guy Bourdin. Quelle est pour vous l'importance de Guy Bourdin, qui demeure une référence pour tellement de gens? Et c'est assez formidable parce qu'encore aujourd'hui, de très jeunes photographes le connaissent, admirent son travail et sont inspirés par lui. Oui. Bah, Guy Bourdin était quelqu'un, à mes yeux, hein, évidemment, un peu un fou. Et d'ailleurs, quand je parle avec des gens qui ont travaillé avec lui, c'est un peu ce qu'ils disent. Il avait une façon très particulière de travailler. Il était très dur, notamment avec les mannequins, surtout le temps passant dans les années 70. Et puis, il pouvait commencer une séance le matin, mais la première photo, il la faisait à 18 heures. La rédactrice en chef du Vogue français de l'époque, qui s'appelle Francine Crescent, racontait d'ailleurs qu'ils ont fait une série qui est très importante dans le Vogue français à New York. Et en fait, elle était avec lui là-bas et avec Nicole de la Margée aussi. Ils étaient 3 là-bas. Et les jours passent et il fait rien. Il n'était pas inspiré. On était moins dans le côté productif, production à tout prix. Et en fait, il a fait toutes les photos à la fin du séjour. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pouvait vraiment prendre son temps, qui n'était pas dans une démarche purement, je dirais, commerciale. Oui. Mais enfin, c'est vraiment un artiste. Et c'est quelqu'un qui a poussé les limites de la photographie très loin. Et il était même... il a fait des photos qui, aujourd'hui, ne seraient plus possibles de faire. Par exemple, photographier des enfants maquillés, des enfants, des petites filles maquillées comme des femmes. Finalement, à l'époque, ça donne de très belles images, mais aujourd'hui, on s'est un peu... Oui, il y avait une insouciance à l'époque. Maintenant, il y a Oui. une critique qui arrive très facilement et on peut être très facilement controversé aussi. Voilà. Mais voilà, il a quelque chose. Il y a de la et folie Bourdin dans qui les a fait photos de Bourdin. cette campagne aujourd'hui encore iconique avec Charles Jourdan Oui, voilà. pour les chaussures et qui font aujourd'hui, partie on de ressort l'histoire. toujours. Et puis, c'est vrai que son fils a beaucoup maintenant œuvré pour la mémoire de son père. Donc, il y a eu des expositions. La première importante était au V&A à Londres. Elle a voyagé ensuite. Et puis, il y a eu des livres qui ont été faits parce que pendant très longtemps, son œuvre a été oubliée, quoi. Parce que lui, il est mort en 89 et il est mort assez misérablement d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Oui, parce que le Vogue, en fait, Francine Crescent a quitté le Vogue français à la fin en 88 ou 87 et il a arrêté de travailler pour le Vogue français à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait ses déclarations d'impôts, tout ça. Donc, du coup, il a été retrouvé. Voilà, donc il a tout perdu. Oui, voilà. Autre numéro très spécial, très unique, le Vogue faisait appel à des personnalités, parfois à des artistes, chose que malheureusement on ne fait plus très souvent. Même, vous allez nous expliquer, je connais l'artiste, mais c'est un numéro très précieux. C'est un Vogue assez rare aussi parce que c'est le Vogue Dali, avec Marilyn Monroe maoïfiée. Et ce qui le rend encore plus rare, mais là on ne le voit pas, c'est qu'à l'intérieur il y avait une page en or. Enfin, je ne sais pas quelle était la technique, mais voilà, c'est une page qui était offerte à aux abonnés. Et bon, je l'ai avec la page en or. Ah, oui. Je l'ai même acheté. Mais le truc, c'est que ce magazine, à chaque fois que je le retrouve, je l'achète. Oui. J'ai des numéros en double comme ça. Parce que je me dis, il est tellement rare quand même. Et puis surtout, si c'est une affaire, s'il n'est pas très cher. Et donc voilà. Alors après, j'en ai offert justement avec la page en or. Mais il est magnifique et très audacieux parce que c'est pas très mode en fait, à part l'idée d'une Marilyn qui est maquillée. Le reste surréaliste, oui. Pour le coup, c'est le cas de dire. Oui. Mais ils lui ont laissé une carte blanche en fait. Oui, c'est voilà. Ça qui est formidable. En fait, Francine Crescent et Robert Caillé, qui était le directeur du Vogue à l'époque, Vogue français, avaient eu cette idée d'offrir le numéro de décembre-janvier à un artiste, ou enfin, ça pouvait être aussi une actrice. Enfin, c'était pas forcément un artiste. Autre magnifique couverture, le Vogue américain, je crois. Oui, alors là, c'est Vogue américain, oui. Période Diana Vreeland. Oui. Qui était important de souligner parce que c'est une étape marquante dans l'histoire du Vogue, celle avec Diane Vreeland. En fait, elle a fait sa carrière de rédactrice de mode au Harper's Bazaar américain et Vogue américain lui a offert un pont en or pour venir au Vogue américain et apporter quelque chose de plus nouveau, surtout de plus extraordinaire. Oui. C'était vraiment ça. Les années 60 du Vogue américain sont parmi les plus belles puisque elle était vraiment au cœur de la mouvance. D'ailleurs, elle a inventé le terme youthquake pour parler de toute cette nouvelle énergie qui arrivait. Donc, il y avait aussi bien David Bailey, il y avait beaucoup de photographes anglais. L'Angleterre à cette époque-là était très importante, mais elle travaillait aussi avec Helmut Newton, avec des photographes plus anciens comme Horst, par exemple.
Elle faisait appel à des mannequins assez extraordinaires aussi. Là, c'est Astrid Irene, mais elle faisait, par exemple, en mannequin anglais, il y avait Jean Shrimpton, Celia Hammond, il y avait Twiggy après, qui était très importante. Verouchka aussi. Verouchka, oui. Alors, bon, qui n'était pas anglaise, qui était allemande, Oui. mais qui avait un visage extraordinaire. Et puis, Verouchka travaillait beaucoup avec Franco Rubartelli. Alors, pour le coup, eux, ils étaient vraiment, tous les deux, ils partaient avec des bagages remplis de vêtements. Et c'est elle qui se faisait ses maquillages, ses coiffures, et elle composait aussi. Oui, c'était une époque où les photographes partaient à l'aventure avec des mannequins, c'est-à-dire qu'ils allaient parfois dans des régions très éloignées bien sûr. pour faire des En fait, photos le dans des Vogue régions américain- qui n'étaient pas touristiques en fait, donc qui compliquaient les séances de photos, de transporter tout ce matériel à l'extérieur. On n'imagine pas Exactement. aujourd'hui ces Et photos. surtout que le Vogue américain offrait dans son numéro de décembre un vaste sujet dans un pays. Mais un pays exotique évidemment. Et donc c'était en général Suzanne Train du bureau de Paris qui faisait ces voyages. Et en fait, bon, il y a eu l'Inde, il y a eu le Pakistan, il y a eu la Grèce. Et c'était souvent Henry Clark d'ailleurs qui partait avec Suzanne Train. Et donc c'était toute une histoire, toute une logistique, parce que dans ces pays-là, en plus, voir débarquer des mannequins, des vêtements, et toute cette équipe un peu... alors pour le coup, eux... Un peu excentrique. C'était excentrique, oui. Aussi. Donc, Autre couverture superbe. et là, c'est Celia Hammond, justement. Alors c'est l'époque où les perruques étaient très à la mode, et il y avait beaucoup d'effets comme ça, et ça c'est Irving Penn qui a fait la couverture, et j'adore cette couverture. J'ai mis longtemps à trouver ce numéro, mais... quand je l'ai trouvé, c'était bien. Ah oui, content. pourquoi Et- il était je si sais rare? pas, parfois il y a des numéros comme ça, pourtant c'est pas un numéro spécial, mais la couverture, je sais pas, enfin bon bref. Et je l'ai trouvé par eBay. Alors eBay m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que pour trouver aux États-Unis, en France au bout d'un moment, bon je saturais, j'avais les numéros français tout ça, mais pour trouver le Vogue américain, c'est quand même mieux de passer par eBay États-Unis. Il ne coûtait que 75 cents. Je sais plus quel prix je l'ai payé, mais Ouais. j'ai payé plus, mais- ouais. Et là, oui, numéro. Le début peut-être d'avoir des célébrités, et c'est sûr qu'il y en avait eu quelques fois, Oui, mais peut-être alors, c'est l'amorce de mettre une chanteuse et non pas un mannequin en couverture. effectivement, le Vogue américain mettait pas beaucoup à cette époque-là d'actrices. Oui, alors qu'aujourd'hui, De- c'est une évidence, c'est même plus souvent que certains mannequins. ouais. Donc, Et là, c'était Barbara Streisand qui était venue à Paris pour les collections, et c'est Avedon qui l'a photographiée. C'est la première couverture de Richard Avedon pour le Vogue américain. En fait, Diana Vreeland, comme ils travaillaient ensemble au Harper's Bazaar, lui a demandé de venir. Ça a été très dur pour lui parce qu'il avait tout appris et il devait beaucoup au Harper's Bazaar américain. Il dit d'ailleurs dans ses mémoires qu'il en a vomi toute la nuit quand il a signé oui. son contrat. C'était vraiment un moment très c'était un peu difficile. comme une trahison, j'imagine, Exactement. de gens avec qui avaient été très fidèles C'est avec ça. lui. Mais bon, Diana Vreeland, il savait qui elle était, ils avaient travaillé ensemble. Vogue américain lui a proposé un contrat en or, donc il y est allé. Et puis c'est vrai qu'il a fait enfin, il a continué une carrière fabuleuse là-bas, avec beaucoup plus de studios. C'est à partir de ce moment-là, il était plus en studio. À Harper's Bazaar américain, il travaillait encore pas mal en extérieur. Et encore une fois, c'était probablement, je ne sais pas s'il y a une anecdote par rapport à la séance de photos, mais d'avoir cette actrice qui vient à Paris, cette chanteuse, pardon, mais actrice aussi. Oui, c'est vrai. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de spontanéité dans ce travail, qu'il n'y avait pas tous ces attachés de presse et toutes ces équipes qui contrôlaient l'image d'une actrice comme aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion de parler à Barbara Streisand. Mais non, il Donc, faudrait trouver un bon prétexte. Mais je pense, oui, effectivement, à l'époque, tout était entre guillemets plus simple parce que, effectivement, les artistes se confiaient totalement à un photographe. Aujourd'hui, bon, bah, c'est beaucoup plus calibré. Oui, complètement. Là, on tombe vraiment dans l'époque aussi où il y a cette idée de, selon moi, de le sourire très présent, cet enthousiasme, cette Et là, on est énergie genre, aussi. 10 ans plus tard, Oui. on doit être en 78 là, ou 77 même, 77. Et ça, c'est toujours Avedon, mais on voit combien l'évolution de l'époque. Là, on est vraiment dans le côté star de Oui. Fawcett. Ben oui. Et là, on est à l'époque, c'est plus Diana Vreeland. Elle a été remerciée par le Vogue en 71. Et c'est Grace Mirabella, qui était son assistante, son bras droit, qui l'a remplacée. Et il y a une anecdote qui est assez sympa, que j'avais lue, c'est Lorraine Hutton qui dit
ça, c'est que Diana Vreeland avait un bureau tout rouge qui montrait un peu son tempérament de feu, son excentricité aussi, elle était très connue pour ça. Et Grace Mirabella a pris le même bureau, il est devenu tout beige. Et donc on voit et puis en fait Vogue perdait du terrain auprès des annonceurs, aussi auprès des lectrices, parce qu'on arrivait à l'orée des années 70, la période hippie. C'est vrai qu'on n'était plus du tout dans l'extravagance des maquillages, des coiffures, enfin on imagine bien. Et donc Vogue voulait devenir plus commercial et surtout que ça leur coûte moins cher aussi en fabrication, en production des séries. Donc exit Diana Vreeland, on demande à Grace Mirabella qui a travaillé après jusqu'en 87, donc elle a quand même été pendant très très longtemps. Qui est une bonne rédactrice en chef, c'est sûr qu'on a tendance un peu à l'oublier, je dirais, mais qui a été influente, oui. Le Vogue américain est toujours resté une référence. Moi, je dirais, malgré tout le respect que j'ai pour son travail et sa carrière, mais c'est vrai que c'est pas les années du Vogue que j'ai préférées. Parce que c'était un peu... Déjà la maquette, j'aimais pas trop la maquette, et puis, mais bon, il y avait quand même du Avedon, il y avait toujours du Irving Penn, il y avait du Arthur Elgort qui était très bien aussi à l'époque, Helmut Newton aussi, donc il y avait toujours quand même ces photographes et ces super mannequins, donc du coup ça reste quand même une période intéressante. Là, beaucoup plus tard, et cette photo encore une fois est importante parce qu'elle marque une étape importante dans la direction du magazine, et Jérôme va nous en parler, mais aussi la signification du vêtement aussi. Il y a toute une histoire encore une fois dans la photo. Alors, en fait, ça c'est le premier numéro supervisé par Anna Wintour en tant que rédactrice en chef. Donc le début d'une icône en fait. Voilà, et comme on l'a vu avant, les séries c'était toujours un gros plan sur un visage en studio. Elle, dès son premier numéro, elle a voulu casser cette idée en mettant un mannequin dans la rue, pas très coiffé. Alors elle a un vêtement haute couture, c'était de la première collection de Christian Lacroix en 87, mais avec un jean et non pas en total look, donc avec un côté comme ça très décontracté. En plus, la mannequin Michaela Berkou, qui est israélienne, revenait d'Israël. Elle avait pris un peu de poids, c'était après les vacances. Et c'est elle-même qui le raconte. Hein, donc, et en fait, d'où aussi peut-être l'idée du jean. Voilà. Et ça montre bien le changement au milieu des années 80, enfin en 87. Et on se rapproche de la rue en quelque sorte aussi. C'est une fille très spontanée, très peu coiffée, on a l'impression qu'elle se promène, qu'elle arrive pratiquement de la plage. Oui, alors des images dans la rue de ce type, il y en avait avant, hein, c'est pas une invention. Seulement de le mettre en couverture, c'était un statement. C'était quelque chose, voilà, je veux vous montrer ce que va être le Vogue américain avec moi, ça va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus naturel, frais, enfin beaucoup plus spontané. Et ce mélange des genres, le jeans avec du Lacroix. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'avant, les rédactrices, enfin les magazines étaient très, puis même ça partait des couturiers, ils étaient très, comment on dit, vigilants à ce que ce soit en total look. Oui, une certaine rigidité. Des chaussures jusqu'au chapeau, il fallait que ce soit tout le look du couturier. Balenciaga n'aurait jamais autorisé, même Christian Dior, jamais autorisé à ce qu'on mélange deux couturiers, ça se faisait pas. Et c'est pour ça que c'était audacieux et presque, je pense que les gens ont beaucoup aimé la couverture, mais en même temps, c'était pas une controverse, mais c'était le début, une cassure qui se faisait pour ouvrir la voie justement à ce mélange et cette liberté, en fait, une certaine liberté dans la mode. Mais c'est ce que j'aime toujours d'ailleurs quand j'achète un vieux magazine, c'est de me dire, voilà, quand la dame l'a acheté au kiosque ou quand elle l'a reçu chez elle en tant qu'abonnée, comment elle a perçu, parfois, parce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit, tiens, cette photo, c'est une photo historique, parce que c'est ça. Et de se dire, à l'époque, quand elle a vu ça, comment elle a réagi, et c'est pour ça que j'aime bien avoir le magazine, parce que cette photo, on peut la trouver sur Internet, mais de la voir et de le feuilleter, de voir les séries qui s'enchaînent, les photos, ça donne quelque chose d'autre et j'aime bien imaginer les d'imaginer l'histoire et en même temps à travers les publicités qui se retrouvent dans le magazine on retrouve l'esprit d'une époque et les articles naturellement et parfois les titres ou et parfois aussi les gens dont on parlait à l'époque, ça c'est toujours un truc, parfois je trouve des noms, alors du coup après je vais chercher sur Wikipédia qui c'était et je vois toute une filmographie, je me dis ah wow. Donc en fait on apprend à redécouvrir des gens et qui sont aujourd'hui oubliés mais qui ont eu un impact à un moment donné, et c'est ça que je trouve intéressant. Qui ont marqué une génération. Bazar, très différent du Vogue, là on tombe vraiment dans un... C'est la première Porce Bazar que j'ai acheté à La Roche-sur-Yon, justement. Ah bon?
Ah oui. Très Alors grande là, ville. j'étais comme un fou quand je l'avais vu. Parce qu'il y a souvent, il y avait une série de Patrick de Marchelier avec des belles américaines, comme on dit, les voitures anciennes, les Cadillac et tout. C'est une série avec Kristen McMenamy et Megan Douglas à l'intérieur. Et en fait, je trouvais ça tellement élégant. Il n'y a pas trop de titres pour un magazine Non. américain. C'était l'époque où Fabien Baron travaillait. Donc la rédactrice en chef était Elisabeth Tilberis, Liz Tilberis. Et c'était Fabien Baron qui faisait la direction artistique. Et il a vraiment retravaillé l'esprit du Harper's Bazaar de la grande époque de Brodovitch dans les années 50. Et donc, je trouvais ça vraiment, je me dis, oh, c'est superbe. Magnifique photo. Et la série est très belle à l'intérieur aussi. En tailleur Chanel. Oui. Très bien. En printemps-été 93. Là, autre époque, 54. Oui, alors là, on retourne dans le temps. C'est une photo de Richard Avedon qui vraiment faisait quasiment toutes les couvertures à cette période-là. Avec un mannequin qu'il aimait beaucoup qui s'appelle Sonny Arnett. Et c'est l'époque aussi où Warhol travaillait pour le magazine et c'est lui qui avait fait les étoiles. Encore une fois, c'est l'intégration de l'art et de la mode qui se fait avec un créateur influent qui représente... Warhol n'était pas encore l'artiste en 54, non. Influent qu'il est devenu, mais oui, il y avait la volonté de mélanger différentes formes. Et je présume que c'était l'idée de la modernité aussi, de rajouter ces dessins sur la photo. C'était un numéro de Noël, je pense qu'on s'est dit déjà. On va mettre des étoiles, c'est Noël. Voilà. Non mais parfois, c'est vrai que parfois les choses se font de manière très simple. Mais bon, il se trouve que c'était deux grands génies du XXe siècle, l'un de la photo, l'autre de l'art, qui ont collaboré. Alors ça aussi c'est intéressant. C'était une première aussi. Oui, c'est la première fois que le magazine mettait un homme en couverture, ce qui ne se faisait pas trop. Pour un numéro féminin, naturellement. Voilà. Ouais. Et c'est Steve McQueen avec la main qui était une icône déjà à ce moment-là, qui représenterait aussi l'univers masculin très viril. Voilà. Et c'était l'idée d'ailleurs assez audacieuse de cette main. Oui. Très dur à trouver aussi. Qui avait fait la photo? Avedon. Ah oui. Et c'est la main de Gene Shrimpton. À l'intérieur, on les voit tous. Donc même pour la main, ils avaient pris un grand mannequin. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a une série. En fait, c'est pas que cette photo. Est-ce que c'est un numéro? Est-ce que vous savez si c'est un numéro qui a eu du succès? Est-ce que la réaction était bonne à ce moment-là d'avoir mis un homme en couverture? Je pense. Je peux pas ça fait parler ça... sûrement. Mais c'est un acteur tellement adoré de son vivant que je présume que là aussi les ventes ont augmenté. Bien sûr, mais après, non, il y a eu des couvertures qui ont. Là, on arrive encore avec un autre photographe formidable, toujours avec Richard Avedon, voilà. Mais dans une photographie assez, qui est presque iconique en fait, parce que le graphisme est formidable aussi. Là, on est vraiment au milieu des années 60. Oui. What's Happening, d'ailleurs, il titre avec le hop. On est dans la pleine période hop art. Oui. Donc, du coup, il a vraiment travaillé ça. Alors, c'est un numéro très rare aussi parce que il est entièrement fait par Avedon. En fait, il était vraiment rédacteur. C'est un numéro de collection alors. Oui. Ce numéro-là. Et moi, je n'ai pas le plus rare encore parce que le plus rare, il avait un des deux yeux de Gene Shrimpton. C'est comment on appelle ça oui. Oui, un effet comme si l'œil se fermait. Voilà. Ouais, je ne sais pas le terme, mais quand on bouge le magazine, on avait des cartes postales comme ça. Voilà. Et ça permet de faire bouger, faire un clin d'œil. Et celui-ci encore plus dur. Les grands photographes, vraiment. Un de mes favoris, c'est Richard Avedon. On va en parler parce qu'il a fait des photos avec Dior aussi qui sont assez iconiques. On va en voir une autre. Le L. Oui, alors le L, grand magazine. Un autre grand magazine. L'intérêt pour le L est venu plus tard, si je comprends, non? Ou dans la collection? En fait, non. Après, non, le L était nécessaire aussi. Puis le L était hebdomadaire aussi à l'époque. Mais il est toujours. Alors que nous, au Canada, on a L Québec et le Canada, il est mensuel. Et ça, c'est assez incroyable qu'un magazine soit créé, imprimé chaque semaine. Et on ne réalise pas l'énergie et le travail. Et qu'encore aujourd'hui, c'est phénoménal. Et quand on le regarde, il est extrêmement bien fait. Même s'il y a un numéro par semaine, on n'a pas l'impression que c'est un numéro qui a été bâclé parce qu'il faut en faire 4 dans le mois. Mais j'ose à peine imaginer les équipes derrière ça. Ça doit être... c'est une machine infernale. J'ai eu d'être assistant au L il y a très longtemps. Ah oui? Donc j'ai vu comment effectivement c'est une très très grosse rédaction. Parce que j'étais assistant au Vogue aussi après.
et c'était beaucoup plus petit. Mais c'était bien pour moi, ça me permettait de voir de l'intérieur. Oui, mais au niveau du rythme et au niveau, j'imagine, des équipes photos, de la production des photos, ça doit être assez impressionnant. Oui, oui, oui. Après, il y a un studio L, où beaucoup de photos. Voilà, c'est Oui, oui. moins. Le Vogue travaille davantage. Ils font faire travailler les photographes, mais de manière, comment on dit, Permanente? indépendante, Ah, quoi. d'accord. Alors que le L, à une époque, en tout cas, tout était centré. Centralisé. Voilà. Donc 1945. Voilà, c'est le tout premier numéro de Elle. Hmm. J'ai eu la chance Incroyable. d'acquérir une collection entière de Elle qui était dans des reliures, donc en très bon état, jusqu'aux années milieu des années 50. Donc j'ai vraiment tous les 10 premières années du On Elle dirait comme presque ça. une illustration. Non, mais pourtant c'est une Oui. photo et voilà, ça montre le renouveau de Paris, de la mode de Paris, parce qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et Le L a contribué. Hélène Gordon-Lazareff, qui est la fondatrice, Oui. était à New York pendant la guerre et elle est revenue à Paris après. Et elle a eu l'idée à New York d'un magazine qui parlerait à la femme moderne. Et c'est comme ça que le L est né. Et bon, la modernité, on ne la sent pas toujours tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai quand on le lit, moi je sais que autant Vogue, c'est très intéressant pour les photos, parfois quelques articles quand même, mais le L,